Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot. Je suis Johan Montenot, chargé de projet en design. Et nous allons aujourd'hui parler d'environnement, étant donné que c'est les semaines du développement soutenable de l'Université Paris-Saclay. Et j'accueille aujourd'hui Frédéric Cadet qui va nous parler d'éco-design. Bonjour Frédéric. Bonjour Johan. Alors pour cette conférence, vous allez pouvoir poser des questions. Nous allons faire une pause à la moitié de la présentation et une deuxième à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, Frédéric répondra à toutes vos questions. Et Frédéric, eh bien écoute, je vais te donner la parole, je vais te laisser te présenter et présenter donc ta présentation sur le thème de l'éco-design. Merci. Je te laisse la parole. Merci Johan. Donc moi je suis éco-designer, donc comme tu l'as annoncé, et j'ai donc créé l'agence Eco-Design en 2005. On a été l'une des premières agences spécialisées en design et en éco-conception. Ça nous a permis donc depuis donc maintenant 17 ans, de voir pas mal de projets, de pas mal de cas. Et là, la présentation que je vais faire, après avoir présenté deux cas spécifiques de l'agence, on va se poser la question sur et si nous devions construire ensemble le monde de demain, le réinventer, alors on le dessinerait probablement sur une page blanche. Et cette page blanche, en fait, elle ne sera pas vraiment blanche. On ne peut pas partir d'une page blanche pure. Il faut qu'en filigrane, on ait conscience de certains événements, de certaines choses qui composent en fait notre planète et qui composent notre contexte. Et ce contexte, donc, on va le parcourir et on va réouvrir donc le champ des possibles quelque part en questionnant ou en ouvrant des portes. Déjà dans un premier temps, sachant que la solution unique et ultime n'existe pas. Donc voilà, ça va être un petit peu le déroulement de ma présentation aujourd'hui. Très bien. Pose-moi plein de questions. Oui, oui. T'inquiète pas. Donc, l'agence EcoDesign, on traite pas mal d'agroalimentaire, on fait du packaging, on fait du design produit. De toute manière, de plus en plus, les packaging deviennent des produits en eux-mêmes. On a de plus en plus de complexité à l'intérieur de fonctions à remplir. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et là, par exemple, on est sur un packaging qu'on a créé il y a ça déjà 12 ans et qu'on a revu il y a l'année dernière, un petit peu plus, pour finalement reproduire la même chose. Parce qu'il y a 12 ans, le contexte était déjà industriellement formé. Et l'évolution n'est pas si violente que ça au niveau industriel. Donc, on a à la marge amélioré le packaging. Mais on est surtout sur un principe d'efficience plus que d'efficacité. Dans le sens où on est tout le temps dans les réponses environnementales sur une question donc de compromis entre l'âme qu'on veut donner au projet, la correspondance avec les valeurs de l'entreprise qui porte le projet et puis sa légitimité elle-même. Et ça, c'est ce qui fait que l'éco-conception pure n'est pas directement admissible dans ce contexte-là. L'éco-conception fait partie d'une des réponses et elle complémente la réponse, mais il faut la charger de beaucoup plus de choses et le marketing, entre autres, et toutes ces choses. Du coup, l'éco-conception, c'est de l'efficacité, c'est ça? Et L'éco-conception, l'efficience, c'est quelque chose de plus global qui ouais. va intégrer un ensemble de paramètres qui sont pas forcément ceux purement de l'efficacité d'un point de vue impact sur l'environnement. Tout à fait. Dans l'éco-conception, en effet, l'impact sur l'environnement va être le cœur de la démarche, mais la partie sociale n'intervient finalement peu. Alors que on pense à l'agence que la partie polyculturelle des utilisateurs est à prendre avant tout parce que le meilleur produit éco-conçu, s'il ne correspond pas aux usages et aux cultures, en fait, ça ne sert à rien. Il ne sera pas utilisé, délaissé. Au contraire, il va même créer un déchet plus rapidement. Donc, Et voilà. c'est un gros levier d'innovation aussi, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en fait, il faut aussi imaginer que sur la planète, pendant des milliers d'années, il y a encore même que 600, 1000 ans, et ben, les peuples, l'humanité, en fait, était divisée. Et jamais la culture asiatique croisait la culture américaine,
donc des peuples premiers ou des Inuits, ou voilà. Et donc chaque peuple avait développé ses solutions, avait des manières de vivre qui répondaient aux fonctions premières des besoins humains. Et en fait, on est en train de tout aplanir. Et se rapprocher en fait de pourquoi est-ce que ça existe, ça nous permet de recréer de la diversité. La diversité, on va le voir, c'est ce qui permet la résilience. Et c'est bien ça en fait, hein, c'est juste redevenir plus humble et savoir retrouver les fondements de ce qui peut nous nourrir au niveau créatif. Comment allons-nous faire? Donc voilà, donc là, c'est un pack de glace qu'on avait fait il y a 12 ans et qu'on a refait 10 ans après, mais à la marge, on a fait des améliorations, le petit clip, on est en PLA à l'intérieur au lieu d'être avec une induction plastique ou des choses comme ça, mais PE. Mais c'est finalement les mêmes résultats vis-à-vis de l'éco-conception, qu'on soit compostable ou qu'on ne le soit pas. Voilà, c'est pas des choses qui vont finalement beaucoup avancer. Et quand on bosse bien le premier coup, on préfère beaucoup réfléchir en amont pour avoir une réponse efficiente. Et l'efficacité qui est d'aller du point A au point B le plus rapidement possible, coûte que coûte, c'est pas ce qui va nous intéresser. On préfère s'inscrire dans le temps. Et un autre exemple, par exemple, on a été interrogé par Écosciences Provence en région PACA, donc le sud de la France, pour résoudre le problème qui, a priori, n'apparaissait pas comme un problème, mais les boîtes à pizza. En France, la France, en Europe, est le plus gros consommateur de pizza et que 36% des boîtes sont recyclées. Ça fait pas lourd, hein. Ah bah, pourquoi? Parce qu'on a créé une vraie complexité dans la compréhension de qu'est-ce que je peux recycler, qu'est-ce que je peux pas recycler, est-ce que ça rentre dans ma poêle de recyclage ou pas. Oui, puis c'est souvent souillé en plus. Et puis en plus, le carton souillé. Alors, il y a toutes les ambiguïtés de la Terre, à savoir est-ce que moi, dans mon quartier, dans ma communauté de communes, on est capable de recycler du carton souillé. Et la moitié des Français, on peut demander même la majorité, qui ne savent pas. Et donc l'idée, c'est non pas d'essayer de se battre. Alors en effet, on aurait pu prendre une boîte en carton et dire, celui-ci est recyclable. Ce qui n'était pas vrai partout dans toutes les communes de France. Ah, non, alors c'est le problème. Et puis surtout, il ne faut pas laisser les croûtes à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Même un carton souillé est recyclable, un papier, voilà. Mais pas partout non plus. Donc voilà. Donc on a vraiment retravaillé sur les usages. On a travaillé avec les pizzaiolos, on a travaillé avec des utilisateurs, on a travaillé bien entendu avec la communauté de communes, avec l'ADEME, pour savoir comment est-ce qu'on allait faire. Et en fait, on est ailleurs que dans le carton de pizza, parce que simplement, quand on voit les usages, eh bien, 60% des consommateurs vont commander 2 pizzas d'un coup. Voilà. Et seulement 20% des consommateurs vont prendre qu'une seule pizza. Donc si on arrive à contenir 2 pizzas d'un coup, on peut aussi en contenir qu'une. Donc on répond déjà à 80% de la demande. Et au-delà, c'est en option, on peut rajouter encore une pizza. Bon, alors je sais pas combien on monte après, mais voilà. Et dans tous les cas, on s'est retrouvé non plus avec du carton, mais on s'est retrouvé avec du feutre, du bois, de l'inox, et on a un produit qui est soit plus complexe, mais qui apporte d'autres usages. Par exemple, la housse qui se déclipse peut se mettre juxtaposée et puis sert de nappe pour manger ta pizza dans l'herbe. C'est quand même plus sympa quand tu peux t'asseoir sur une nappe ou poser ta pizza sur une nappe. Et puis les plateaux, eux-mêmes, ils sont superposables et puis ils peuvent passer au four aussi. C'est aussi pratique parce qu'il ne faut pas mettre les cartons de pizza au four. C'est plutôt déconseillé. Papier, il n'y a pas que des bonnes choses. Donc voilà, en fait, tout ça, ce sont des usages, des déformations qu'on essaye de prendre en compte et puis à développer avec les pizzaiolos, avec toutes les parties prenantes donc autour de notre, il y en a autour d'une pizza, donc la meilleure réponse ou une des meilleures réponses parce que bien sûr il y en aurait plein d'autres. Oui, le fait d'impliquer, j'avais effectivement quelque chose qui me venait en tête, le fait d'impliquer les utilisateurs nous permet de bien voir si ça s'inscrit bien dans leurs usages, mais aussi ça permet de les sensibiliser et du coup de voir aussi quels sont les leviers pour les moyens pour les sensibiliser correctement, quels sont les bons mots à utiliser. Tu parlais aussi du prix de cette boîte à pizza qui est hyper intéressant d'un point de vue aussi psychologique. Je te laisse. Tout à fait. En plus, tu vois, aussitôt ça t'a amené des idées quand on en a parlé. La boîte à pizza va être à peu près du prix d'une pizza.
Et aussitôt, tu me dis, ah bah ouais, c'est génial, parce que du coup, au bout de 10 pizzas achetées, tu as presque le droit de gagner ta boîte, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, et c'est quand on commence à créer de nouveaux usages, à créer de nouvelles fonctions ou un nouvel objet, ça fait naître comme ça de nouvelles idées. Et donc, du coup, ben, en effet, en plus, on l'a prévu logotable, c'est-à-dire on peut sérigraphier dessus. Entre autres, il y a le logo La Nomade, son nom à cette boîte à pizza. On pourrait très bien avoir le nom du pizzaiolo. C'est aussi une fidélisation. Ça peut être consigné, ça peut être, enfin, on peut imaginer plein de formes. Voilà. Après, il y a toutes les questions d'hygiène aussi. Donc là, pour le moment, on est sur une réponse qui est safe, je dirais, pour les pizzaiolos. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables de l'hygiène de la boîte en elle-même. C'est au particulier qui a pris possession donc, de la boîte, qui est possesseur de la boîte, de maintenir l'hygiène. Et donc, ça, évidemment, la housse passe à la machine à laver. Et on a fait des tests avant parce qu'on ne voulait surtout pas qu'il y ait des taches dessus qui ne puissent pas partir. Donc voilà, ça c'est vraiment notre démarche, on va dire, de remettre en cause et toujours re-questionner jusqu'où est-ce qu'on peut emmener l'utilisateur, jusqu'où est-ce qu'on arrive à peut-être recréer un produit avec du plastique dedans ou avec du bois ou polymatériaux. Mais comment est-ce qu'on va le démonter, évidemment, quelle est la seconde vie et toutes ces choses-là, donc à prendre en compte. Et puis valoriser aussi le savoir-faire local, les industries locales, donc fabriquer en local, réimplanter, réancrer, on va dire, les produits dans les écosystèmes, dans les biosphères locales. Et ça, c'est des beaux challenges à chaque fois et des challenges humains autant que dans le comportement. On s'amuse énormément, hein, finalement. On se grotte beaucoup la tête, oui. mais c'est assez sympa. Ouais. Et puis, donc, nos clients, nos clients, ils sont super variés. C'est-à-dire qu'on va de sociétés comme Schneider, qui font quand même des moyens de transport les plus écologiques qui soient sur Terre, c'est-à-dire des ascenseurs, qui nous ont interrogés donc, en prospective, qu'avec le monde de la puériculture, avec Baby Move, qui est le numéro 2 mondial, je crois, de la puériculture. Donc voilà. Et en packaging, on va les accompagner. Et là, on est sur des plateformes de distribution qui sont internationales, comme avec Asmodee, qui est le numéro 1 mondial du jeu de société. Alors, je ne vous dis pas, en plus, avec le boom de la Covid, il s'en est vendu de dingue, des jeux. Donc, et il se pose vraiment ces questions de fond, c'est-à-dire, mais oui, ok, le jeu est légitime, mais jusqu'où est-ce qu'on peut l'éco-concevoir? Et nous, on se pose cette question en se disant, ben ouais, mais les nouveaux jeux, alors, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un créateur de jeu ait envie de créer son jeu chez Asmodee parce qu'il va avoir des valeurs environnementales? Et c'est là où, en fait, on crée encore des nouveaux usages, c'est-à-dire qu'un éditeur de jeux ne se pose pas cette question-là, normalement, il édite les jeux. Mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer directement les créateurs de jeux dans cette démarche? Ce qui est hyper, enfin, c'est intéressant parce que on retrouve même la même problématique avec les entreprises maintenant, c'est-à-dire que les jeunes, pour les recruter, pour les attirer, elles doivent avoir aussi, elles doivent être vertueuses d'un point de vue environnemental, sociétal, pour qu'ils aient envie de venir dans l'entreprise. Et là, j'avais pas du tout cette vision-là des créateurs de jeux qui du coup allaient choisir leur éditeur aussi, et que c'était un des critères potentiellement et forcément qui va jouer dans le choix. Ouais. Il faut attirer les meilleurs, quoi. Dans le jeu, c'est comme partout. Comme partout, ouais, tout à fait. Meilleurs. Et la posture, en fait, on est obligé d'être très à l'écoute des valeurs de l'entreprise elle-même, mais aussi de sa légitimité. Jusqu'où est-ce qu'on peut emmener une entreprise dans sa légitimité? Si on dépasse ce seuil-là, derrière, le chef d'entreprise ou l'entreprise ne va pas réussir à acquérir le projet et le promouvoir. Donc il faut, voilà, le seuil de légitimité est un seuil, je dirais, vraiment sensible, quoi. Et le mesurer, c'est chaud. Donc après, c'est un pas après l'autre. Et puis on commence petit pour ensuite ça infuse dans toute la structure, quoi. C'est fabuleux, en fait, les mutations que ça fait après en interne. Parce que, évidemment, on a un problème de turnover chez les employés qui peut être chez les collaborateurs qui peut être super fort. Mais quand on a une entreprise qui se veut vertueuse, du coup, on rentre dans l'affect. Donc voilà, est-ce que
à quel point est-ce qu'on, nous, en tant que designer, on a le droit de travailler là-dessus, quoi. Ça pose aussi cette question, nous-mêmes, notre légitimité pour faire ça. Ouais, enfin, c'est passionnant. Moi, en fait, moi, je me suis aussi longtemps posé cette question, mais en fait, on est tous légitimes à apporter des solutions qui vont dans ce sens-là. Eh ouais, simplement. Qui n'a pas le droit de créer du bonheur, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, comment tu fais pour les sensibiliser parce que là, tu vas nous faire un peu peur, là, juste après, dans les slides qui vont bien vrai. Est-ce que c'est ça tes moyens, tes leviers pour leur faire prendre conscience ou... Enfin, j'imagine que non. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, faire un constat, en fait, parce que c'est ça la suite de ta présentation, faire un constat de ce qui se passe dans le monde, et puis après, voir ce qui est positif. Voilà, oui, c'est ça. On ne va pas se voiler la face. On est là aussi pour résoudre des vrais problèmes. Donc, on va se mettre en face des vrais problèmes et là, on va y aller. C'est-à-dire que je vais vous le faire en quelques points. Donc, on va déjà faire un état de l'art de l'existant. Alors, état de l'art de l'existence, c'est un peu brut. C'est-à-dire, en 5 points, on va démontrer combien est-ce qu'on a trop attendu pendant 50 ans pour faire quelque chose. Bon, où est-ce qu'on va? On y va. Donc ça, quand je commence à prendre ce premier point, par exemple en France, la progression de l'espérance de vie, à la naissance, en moyenne, par exemple pour un enfant qui est né en 2016, va être de 85 ans et demi environ pour une jeune fille, et puis 79 ans, un tiers pour un jeune homme. Ok, ça l'emmène donc d'office en 2100. Cool. Donc un jeune homme, une jeune femme née en 2016 vivra jusqu'en 2100 en moyenne. Ok, bon, en 2100, on va être combien? Les scénarios, ils nous disent, on sera entre, si je regarde derrière toi, entre 10 et 11,5 milliards. Ok, moi, quand j'ai fait ce slide-là, je suis né en 72, on était 4 milliards. Voilà. On a doublé. En 50 ans, l'humanité a doublé. En 50 ans. Waouh, ça nous emmène où? Ça nous emmène soit à 16 milliards et demi en 2100, si on continue sur cette courbe-là, 16 milliards et demi, 16 milliards et demi. Aïe, 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 ça va faire mal, ça va... voilà. On va se tenir chaud. Ouais, on va se tenir chaud, voilà, ouais. Mais ça, on n'aura pas besoin normalement. Mais bon, soit il nous arrive un truc qui n'est pas très heureux, voilà, de la guerre ou je ne sais trop, et on pourrait finir à 7 milliards et demi en 2100. C'est peut-être pas souhaité non plus, hein. Voilà, en fait, où allons-nous aller et comment on va y aller? Ça, il faut qu'on reprenne en fait simplement là en main ce cheminement-là et qu'on le fasse en conscience. Et le faire en conscience, ça peut être embêtant. À la fois, tu vois, quand tu dis 50 ans, à la fois c'est très court. Pour des changements de conscience, ça prend du temps. Donc, à la fois tout va très vite et puis le temps du coup se raccourcit et donc il y a une sorte d'accélération qui peut créer une sorte d'angoisse, quoi. Ouais, on est dans une société épileptique hallucinante. On est tous complètement et on prend plus le temps, on regarde plus, on fait plus le point. Pourtant, c'est pas des fois d'essayer. Le GIEC, voilà, c'est quand même ils nous mettent des... Du coup, je comprends pourquoi des fois on a tendance à être dans le déni pour éviter justement on préfère être dans le déni pour continuer comme on vit actuellement, pour éviter d'être dans cette forme d'épilepsie qui nous empêche finalement d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire de manière joyeuse et ce que tu fais très bien. Ouais, on va pas. Ouais, voilà. Enfin après, il y a deux possibilités, hein, mais on va essayer de continuer. Et continuer, ça veut dire réorienter. Et dans le principe, l'idée c'est que on aura plus de facilité à changer de cap si on a de la vitesse, de la vélocité, plutôt que si on s'arrête, tu essaieras en vélo, changer de direction en t'arrêtant, c'est moins facile que quand tu as un peu de vitesse et que tu peux tourner ton guidon, t'incliner un peu pour vraiment tourner. Donc voilà, c'est la même chose en kayak quand tu arrives sur un rapide. C'est une belle image. Ouais, il vaut mieux avoir de la vitesse. Okay. Donc c'est un petit peu ça qui nous oblige à aller de l'avant aussi. Puis on n'a que deux jambes, donc on est toujours en déséquilibre. En fait, on a aussi le changement climatique et ce changement climatique, c'est une opportunité autant qu'une menace. Une opportunité parce que ça nous ouvre de nouveaux horizons au nord de l'Europe, la toundra, enfin en Russie, tout ça, c'est des terrains qui étaient inexploitables.
enfin, il fallait gratter fort quoi, pour passer le permafrost. Tout ça, bah, ça dégèle. Alors ok, ça dégèle, mais ça dégaze aussi du coup, hein. Et puis bah, en dégelant, ça va aussi nous filer des vieux virus, des trucs qu'on ne sait pas encore, c'est bien. Et puis bah, ça s'affaisse aussi, donc faut pas aller mettre sa petite cabane d'été non plus forcément tout de suite, vaut mieux attendre que ça se stabilise. Enfin bref, ça va faire des gros mouvements. Donc, mais c'est aussi des lieux où on ne pourra plus habiter. C'est aussi des lieux où ben, il n'y aura plus d'eau potable. Donc forcément, bah, tout ça, ça va créer peut-être des cyclones, enfin des choses dont on n'a plus l'habitude ou qui sont pas gérables pour la croissance de l'humanité. Donc forcément, bah, en toute logique, on va avoir des migrations humaines. Et les migrations humaines, ça va nous amener ben forcément à devoir accueillir pour certains pays et puis déserter pour d'autres pays la présence humaine. Et dans une tribune publiée sur le site du World Economic Forum en 2009, Kumi Naidoo, secrétaire général d'Amnesty International et ancien directeur donc, exécutif de Greenpeace International, donc, nous alertait déjà sur l'absence de traités mondiaux sur la gestion des populations déplacées par les événements climatiques. Et là, il y a un vrai rôle politique derrière tout ça. Oui, l'humain va accepter, va accueillir, oui, pourquoi pas. Mais il faut que politiquement, il y ait aussi des structures derrière. Il faut que ces gens qui vont être déracinés, ces populations qui vont être déracinées, qui vont être obligés de changer de place, il va falloir aussi savoir les intégrer dans les sociétés qui vont accueillir. Et j'ai envie de dire, mais qui serait plus apte à se battre contre le changement climatique que quelqu'un qui a déjà été déraciné de son pays à cause de ça? Qui aura le plus de volonté? Est-ce que ce sera l'habitant qui va accueillir, qui va dire bah ouais, bah viens, t'es le bienvenu, tu sais, moi ça va pas trop changer, ça va, c'est supportable. Ouais, non, il a pas de gros enjeux, lui, il n'a pas encore la niaque pour sauver son lieu parce qu'il voit des changements. Oui, mais bon, ça va, c'est supportable. C'est un petit peu ce que nous dit l'État, c'est-à-dire qu'on est passé d'une lutte contre le changement climatique à une adaptation au changement climatique. On va s'adapter, ben non, enfin non, faut faire plus. Faut faire plus. Après, on va forcément de toute façon s'adapter. Ça, c'est une conséquence de toute manière, mais effectivement, on ne pourra pas s'adapter éternellement. Ouais, c'est ça. Il y a des seuils critiques que certaines populations dépassent et du coup, ils sont en migration. Ouais, c'est ça, on va s'adapter jusqu'à temps de devenir migrants nous-mêmes. Donc, ouais, alors est-ce que c'est ça qu'on veut? Je suis pas sûr. Et si c'est pas nous, ce seront nos enfants ou nos petits-enfants. Ouais, on emprunte la terre à nos enfants, c'est bien ce que disait, ce qu'on fait dire à Saint-Exupéry. Et donc tout ça, en fait, c'est très intéressant, mais il y a quand même des vrais faits, par exemple au Pakistan. Là, j'ai des chiffres donc, de source de Reuters que j'ai regardé encore hier. C'est quand même 1700 personnes qui sont mortes et 33 millions de personnes affectées. 33 millions. On est 60 millions en France, hein, je crois. Hein. Un peu plus peut-être. Mais waouh, imaginez une personne sur deux qui serait affectée par un événement en France. Ça passerait peut-être pas bien. Hein. Donc voilà. Et puis alors, si on continue comme ça, les quatrième point, on se dit, bon, c'est pas grave. On va continuer quand même, on va faire des bons produits, on va faire des bonnes choses. Ouais, mais avec quoi? Quand on regarde, j'ai interrogé donc l'USGS, l'Institut d'études géologiques des États-Unis, parce qu'ils sont quand même assez à la pointe et en observation de tout ce qu'il y a dans le monde. Et donc, ils regardent, eux, ils surveillent les résultats géologiques de ce qui nous reste comme minerais, par exemple. Et donc, quand on regarde les tableaux, on se rend compte que les minerais, on va plus en avoir beaucoup, dans le sens où déjà en 2021, on peut estimer que l'argent est épuisé dans le sens de sa rentabilité économique vis-à-vis de l'énergie nécessaire ou de l'argent nécessaire pour l'extraire. Il y en a encore plein, mais par contre, c'est cette accessibilité qui ouais, c'est l'accessibilité qui devient un peu embêtante. Le palladium 2023, et si on continue comme ça, l'or, le zinc, le zinc c'est pratique quand même. À Paris, on en a pas mal en toiture, c'est assez pratique. Plus, c'est un matériau qui s'auto-répare.
le zinc qui s'auto-fissure. Donc, non, qui répare automatiquement ses fissures. Donc, voilà, c'était quand même assez pratique. Puis l'or, c'est rigolo. L'or, c'est un très bon exemple. L'or est utilisé à 80% par l'industrie. D'accord 20% par la joaillerie, l'orfèvrerie et toutes ces choses-là. Ok, ben, c'est génial. Bon, du côté orfèvrerie, joaillerie, bah là, on est à un taux de recyclage de 96%. Facile. Ils sont bons, hein. Et puis plus tu recycles, plus tu es pur, plus ils sont contents. Mais ouais, mais le seul problème, c'est que le taux de recyclage dans l'industrie, 6%. Donc 80% de ce qui est extrait en or est fait pour être moléculairement disséminé sur Terre. Alors, il y a une belle image. Quand on regardera la Terre depuis la Lune, on la verra dorée, tu vois. Elle sera plus bleue, elle sera dorée, ça pourrait être beau. Mais non, même pas, ça marchera pas. Donc voilà, en fait, faut vraiment qu'on... pour pas s'imaginer un futur trop dystopique, parce que quand même, il y a des choses qui vont être utiles. Le cuivre, 2039, je crois. De 2039, si on n'a plus de cuivre, on fait comment de l'électronique et data center, ça me rappelle un truc, mais et puis même là, je crois qu'on en a un peu besoin. Donc ouais, ok, bah 2039, c'est quand même pas si loin que ça, quoi. Ouais, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Nos enfants, ils vont, ouais, ok, aux États-Unis, ils avaient arrêté d'apprendre à écrire, je crois. Donc il n'y avait plus que les écoles privées qui continuaient d'apprendre à écrire aux enfants. C'est pour ça que dans la Silicon Valley, ils mettaient tous leurs gamins en école privée. Bah ouais, mais ça pourrait être utile de savoir écrire quand. Tu veux dire écrire avec un stylo. Ouais, stylo, ouais. On écrit mais en tapant sur des touches, quoi. Le e-paper, c'est peut-être moins durable que finalement qu'un bon papyrus. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, je t'ai vu, mais. Mais alors ok, ça c'est des minerais, c'est des ressources fossiles. Mais alors les ressources renouvelables? Ah bah oui, super, oui, en effet, on a des ressources renouvelables. Elles sont renouvelables à une certaine dose. Et plus il y aura d'humains, moins il y aura de place pour les ressources renouvelables. Parce que des arbres, ça a besoin de place aussi, potentiellement. Alors, donc, il ne faut pas les épuiser non plus. Donc, il ne faut pas les utiliser au-delà de ce qu'on va pouvoir les replanter, les récolter. C'est comme les sardines. Si vous bouffez tout le blanc de sardines, il n'y en a plus l'année suivante, quoi. Et puis, avec le changement climatique, le vivant, d'une manière générale, va-t-il s'adapter lui-même? Ça, on ne sait pas le mesurer. On ne sait pas du tout jusqu'à quel point, actuellement, le vivant va se renouveler. Et c'est ce qu'on voit là sur simplement la perte en biodiversité. Et on a un des champs, là, comme ça, des limites planétaires, des 9 limites planétaires. C'est la diversité fonctionnelle, qui n'est pas encore chiffrée, que vous le voyez donc un petit à gauche du graphisme. Cette diversité fonctionnelle, je vais vous donner la définition de ce que c'est la diversité fonctionnelle. C'est la variété des réponses que les espèces de l'écosystème apportent à un changement touchant leur environnement, ou la variété des réponses de l'écosystème lui-même, c'est-à-dire de manière plus globale, peut apporter un tel changement. Donc évidemment, ça augmente la capacité des écosystèmes à réaliser différentes fonctions écologiques, donc c'est mesurer sa capacité à répondre à ces fonctions. D'accord? Ça, on est en train de le chiffrer. On n'est pas sûr que la nature actuellement, le vivant actuel, sera en mesure de s'adapter au changement climatique qu'on a créé. Ça pose quand même une sacrée question. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Et puis, on a un autre... Après, tu dis, parce que c'est s'adapter sur une échelle de temps courte. Parce que le vivant, c'est toujours adapté sur des échelles de temps très longues. De toute manière, le vivant sera là. C'est plus sur ces échelles très courtes, comme il y a une accélération, il y a forcément, tu le montres là, une perte de biodiversité, mais du coup, qui peut créer du coup une accélération aussi qui vont nous impacter directement. Mais c'est bien de l'humanité dont il est en question. C'est pas parce que le vivant, lui, il s'en sortira, quoi. Alors le vivant s'en sortira. Attends, j'ai un autre chiffre qui est intéressant. Si on prend par exemple la masse des vertébrés sur Terre, d'accord, mais terrestres, les vertébrés terrestres, la masse des vertébrés terrestres, 66% de cette masse
sert ou correspond, d'accord, à des animaux qui sont domestiqués pour être mangés ou pour le loisir humain. Ok, 66%. Nous, on est des vertébrés terrestres, on représente 33% de cette masse. Alors, ce qui reste, les 2% qui restent, a priori, c'est la masse des vertébrés terrestres sauvages. Ah, ça paraît très faible. Ouais, ça fait mal, hein. Ok. Ouais. Ça me semble. Ok. Ça me semble peu. Ok. C'est très peu. Ok. C'est très très peu. C'est l'ancien directeur du WWF était venu à une conférence à Lyon qui s'appelait Lyon Planète Durable il y a de ça déjà 7 ans. Et il intronisait comme ça son élocution en disant rassurez-vous, la planète est durable. Ce qui ne l'est pas, c'est l'humanité. Ouais, non, mais on est quand même sur des proportions où, waouh, enfin, faut quand même voir, on a doublé en 50 ans, quoi. Enfin, c'est pire que la mauvaise herbe, quoi. Waouh, c'est violent, quoi. Et alors, et là, par exemple, en bas, là, on a une jolie case qui s'appelle les entités nouvelles. Alors, les entités nouvelles, ça, c'est un truc, ça me fait bien rire aussi. Donc, en fait, dans la biosphère, c'est la 9e des 9 limites planétaires. Là, on voit qu'on l'a un poil explosé. Mais il faut savoir qu'en 2009, ça ne s'appelait pas les entités nouvelles, ça. Ça s'appelait la pollution chimique. Ah, ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on l'a renommé? Je me demande. Ouais, bienvenue les entités nouvelles, tu vois. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, enfin, ça contient quand même, elle désigne donc les éléments radioactifs, les métaux lourds et de nombreux composés organiques d'origine donc humaine présents donc dans l'environnement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, hein, bien entendu, sur des sources du gouvernement. C'est notre environnement.gouv.fr. Voilà, je ne l'ai pas inventé toutes ces choses-là, hein, de la même manière que les chiffres sur l'azote et le phosphore, enfin bon, qui sont responsables de l'eutrophisation de l'eau douce. Waouh, bah, tout ça c'est explosé. Donc évidemment, l'eau verte, c'est dommage, c'est plutôt ce qu'on va consommer. Elle est mal en point. Donc, et ce qui fait qu'on a des multinationales qui vont acheter des sources pour les mettre en bouteille, peut-être des fois au détriment des populations locales. Voilà. Donc ça devient difficile. Pour nous en France, on n'a pas conscience de ça. L'eau au robinet, on n'a pas conscience de la fragilité de cette eau au robinet. Hop, depuis qu'on est petit, on ouvre le robinet, il y a de l'eau froide qui coule, chaude quand on a un réservoir d'eau chaude, quoi. Mais pour nous, c'est naturel, mais ça ne l'est pas en fait, et ça le sera peut-être plus tard. Donc voilà, on n'en est pas à Total Recall, qu'on ne va pas payer l'air, hein, mais n'empêche que l'eau, ça risque de disparaître plus vite que prévu. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on se pose et qu'on soit attentif. Tout ça pour quels objectifs en fait? En fait, reposons-nous là-dessus. Les objectifs, on n'est pas loin d'y penser déjà. Hein, je veux dire, on n'a pas que des mauvaises réflexions, on sait réfléchir aussi. On est quand même des êtres censés être censés d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc on a déjà des premières réponses. Hein. Évidemment, on entend dire dans des milieux marketing qu'il faut penser global pour agir local, avec des mots qui sont plus ou moins beaux, vu qu'on parle de glocal. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Observer, en effet, donc comprendre. Tout ça, en fait, contextualiser et puis enrichir la réflexion, c'est ce que font le GIEC, quoi. En effet, ils sont là, les rapports, depuis 1990, ils évaluent, ils mesurent, ils quantifient, ils projettent le changement climatique et ses effets. Et en effet, ils nous l'ont mis sur le dos. En effet, c'était difficilement niable. Donc, mais on a aussi comme ça le rapport Meadows qui a donné les limites de la croissance, qui a été publié quand même au Club de Rome en 72. 72, tiens, 72, ça me rappelle un truc, moi. Ça me rappelle 50 ans, ça. Il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, ça a été mis à jour en 92, ça a été mis à jour en 2004, ça a été mis à jour en 2012. Ah bah non. Ah bah on découvre seulement maintenant ce qu'on a vu avant là sur les métaux. Bah oui, il n'y a plus d'argent. L'or c'est encore 2 ans. Allez, bon, c'est le moment de se faire son petit lingot.
En fait, mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas tout ça en fait? Pourquoi est-ce que tout ça on n'en prend pas conscience? Pourquoi est-ce que on ne cherche pas de manière consciente à résoudre ces problèmes-là? En fait, si on peut le faire, mais ça va nous demander de refaire une page blanche. Et c'est bien ça que je commence à travailler et qu'on travaille à l'agence et que je travaille avec mes étudiants à l'école centrale, à l'INSA et dans d'autres écoles, chez Polytech et d'autres. C'est est-ce que on veut absolument sauver l'humanité coûte que coûte, ou est-ce qu'on veut rééquilibrer le vivant, la consommation des ressources, une société de la satiété? Est-ce qu'on peut imaginer une société de la satiété? À quel moment est-ce que quand je consomme, d'un coup je me dis ah bah j'ai assez consommé, j'ai plus envie de consommer, à part quand mon banquier me le dit parce que ma carte bleue est à zéro. Bah ouais, mais non, en fait on n'a rien. À quel moment est-ce que on dit ah bah tiens j'ai assez chopé sur internet, j'ai assez acheté, non mais il n'y a rien, il n'y en a pas de marqueur là-dessus. Et ce qui fait que on a des chiffres qui sont hallucinants sur les consommations dans l'habillement, dans tous dans tous les domaines. On garde ce que raconte Story of Stuff, on garde qu'au bout de 6 mois que 1% de ce qu'on a fabriqué. C'est hallucinant, c'est de l'hyper-consommation. Donc voilà, en fait, il va falloir rééquilibrer le vivant et la consommation des ressources. Et ce rééquilibre, en fait, ça va vraiment nous amener à rechercher quelle équation peut nous amener à ça. Qu'est-ce qui peut nous amener à cet équilibre? Donc là, sur l'équilibre, aucune des significations humaines de l'équilibre, et chacun en a une, mais une fois encore, on n'est que sur une explication anthropocentrée, c'est-à-dire de l'homme par rapport à l'homme. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, ce qu'on va jouer, c'est d'apprendre le métier, donc ce que nous apprend le métier designer, c'est-à-dire on va essayer simplement de changer les paradigmes en appliquant la méthode de l'empathie. Alors l'empathie, c'est un terme médical qui consiste à prendre en fait le mal de l'autre, hein, d'accord, pour comprendre sa source et soigner le patient. Et donc là, imaginons si on était Gaïa, Mère Nature, la Terre ou le vivant, la question de l'humanité pourrait rentrer dans une forme d'équation, une sobriété ou une société de la satiété. Et on peut continuer comme ça, et ça nous amènerait simplement à voir, on a une Terre, on n'en a qu'une, on a une humanité, il n'y en a qu'une, mais en même temps, il n'y a qu'un seul écosystème autour de nous avec l'ensemble du vivant. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et ça nous amène à cette équation, en fait, qui est relativement simple. C'est est-ce qu'on peut imaginer un service rendu à l'humanité équitable pour le vivant, c'est-à-dire le vivant, le World Wildlife, dont on fait partie. Donc le service rendu à l'humanité peut-il être égal au service rendu au vivant moins l'humanité? Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut qu'on résolve, l'équation qu'il faut qu'on résolve si on a envie de trouver un équilibre sur notre planète. Et tu vois, ce que ça me fait réfléchir sur justement cette efficacité qui est très liée avec cette approche d'éco-conception que moi aussi j'ai appliquée en entreprise. Je l'ai pratiquée et je me rends compte que le fait d'être d'être focalisé là-dessus, sur cette notion d'efficacité, on se déconnecte de cette vision plus globale, que tu expliques très bien avec cette formule. Et je pense que, au final, même si l'éco-conception, je pense, a été un excellent levier de prise de conscience, parce que c'est un outil scientifique, chiffré, et du coup, ça parle à des scientifiques, ça parle aux entreprises. Enfin, voilà, on peut comparer, on peut chiffrer, et du coup, ça participe à la prise de conscience. Et après, je pense que c'est une étape presque
un passage obligé pour ensuite arriver sur ces principes plus généraux, plus globaux, de penser, de penser voilà, le vivant, l'humanité, la Terre, et arriver à la formule que tu nous expliques. Et je pense que voilà, c'est des transitions. Voilà, des transitions qui sont nécessaires. Et je pense que si le fait de... Tu vois, il y a le côté un peu très frustrant, et puis de se dire, bon, bah, là on va dans le mur, etc. Donc on est un peu, on ne sait plus quoi faire. Mais je pense qu'il y a de toute façon des étapes de prise de conscience qui sont nécessaires avant de pouvoir se libérer et d'arriver à des, voilà, à arriver sur des principes comme tu présentes ici, pour être plus libre de ces mouvements en fait. Et dans les étapes de transition, justement, là, on va parler d'une, parce que ça a été une grosse utopie. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'ai vu apparaître le Cradle to Cradle, eh bien, je me suis dit, waouh, mais attends, Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Hein. Nous, on faisait du Cradle to Grave, donc du berceau à la tombe. On se disait, bon, déjà, attends, on a fait un bon produit, il marche bien, on le vend bien, les industriels sont contents, on a multiplié les ventes et tout. Puis on le jette, on s'en fout. Ouais, après on jetait, bah oui, normal, on en avait fait d'autres, hein, et on était designer. Et là, on nous dit, non, mais attends, ton produit, là, tu le fais, mais tu penses déjà au deuxième produit que tu vas faire derrière avec ton premier produit. Oh non, mais attends, le produit il est fini, quoi. Ah non, il va falloir penser autrement. Eh ben ouais, déjà, c'était une sacrée révolution. Moi, je me suis dit, tiens, mais ils sont mystiques, ces gars-là, quoi. Et puis, cette utopie, en fait, je trouve que maintenant, c'est juste, on la trouve complètement légitime. Et c'est énormément de produits qui sont écolabellisés partout sur Terre, Cradle to Cradle. Alors oui, c'est encore malheureusement pas beaucoup de produits, mais c'est quand même des milliers de produits qui sont comme ça. Beaucoup et des milliers d'industriels qui ont compris en fait ce levier-là. Donc en effet, c'est comme il y a 6 ans, tu achetais une hybride. Bon, ce qu'on peut appeler un groupe électrogène. Tu crées de l'électricité avec un moteur à explosion. Donc, c'est un groupe électrogène avec des roulettes et un volant. Donc, moi-même, j'en ai un. Donc, voilà, j'ai conscience de ce que je fais. Bon, mais des fois, tu es critère 1 avec ton groupe électrogène, tu vois. Bon, si tu achètes une Porsche aussi, mais bon. Oui, rien n'est parfait. Mais n'empêche que là, Cradle to Cradle, toutefois, on est encore hyper anthropocentré. On a fait de l'éco-conception pure et dure. Donc, ah bon, mais alors qui on est, tu vois, nous, en tant qu'humains, pour autant voir les choses autour de notre nombril. Donc, voilà, c'est qui sommes-nous par rapport au vivant. Super. Merci Frédéric. En tout cas, on est pile poil au milieu de la présentation, en temps, tu vois. Donc là, on peut prendre des questions. Alors, n'hésitez pas à interagir avec le chat. Moi, j'ai quelques questions à te poser. Surtout des réactions. Après, j'ai déjà un peu évoqué juste avant. Alors, j'aimais bien ce que tu disais de cette idée de rééquilibrer, cette notion-là d'équilibre. Alors, les outils d'analyse de cycle de vie permettent aussi de quantifier, de visualiser ça avec leurs limites, bien sûr. Mais il y a quand même, ça reste quand même des outils qui sont très performants. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand j'ai découvert ces outils-là, j'ai trouvé ça génial de pouvoir comparer des moyens de transport avec du métal, quoi. Avec l'exploitation les transformations de métal ou de plastique. Donc de pouvoir avoir ces moyens de comparaison et comparer avec une fin de vie, donc d'avoir ces moyens de comparaison avec des impacts communs, je trouvais que déjà c'était une force importante, quoi. Et du coup, le fait donc déjà là, on pourrait très bien peut-être utiliser ces outils-là pour imaginer peut-être intégrer la question de la neutralité, de l'équilibre, etc. Peut-être des outils qui existent, je ne sais pas encore, ou des choses comme ça à créer qui permettent en termes d'impact. Alors je ne sais pas, peut-être que toi tu utilises des outils, justement, que ça peut être intéressant de savoir, toi au sein de l'agence Ecodesign, quels sont les outils que tu utilises. Est-ce que tu utilises des outils d'évaluation environnementale? Oui, on utilise, nous on privilégie aussi la créativité à l'ACV pur. Donc on fait des ACV simplifiés. Okay. Notre objectif, c'est de présenter de la diversité à nos clients. C'est-à-dire que, évidemment, quand je présente une boîte à pizza, je vous présente le résultat.
Mais en fait, il y en a eu 5 de créées différentes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, tant au niveau des matériaux qu'au niveau des usages, qu'au niveau des fonctionnements. Et puis même rien qu'au niveau du poids, au niveau de la capacité de contenance voilà, on avait vraiment des scénarios d'usage qui étaient différents, on avait des industries derrière qui étaient différentes. On en avait qui étaient plus artisanales, d'autres qui allaient plus relever du do-it-yourself, d'autres, voilà. Et c'est tous ces leviers-là qui sont super intéressants. Donc on préfère faire des ACV simplifiés en donnant le choix à notre client, d'une part du design, mais d'autre part de l'impact. Et qu'il fasse ce choix conscient à chaque fois, en disant, voilà, bah celui-là, typiquement, hein, pour le feutre qu'on a utilisé pour la boîte à pizza, on aurait aimé utiliser un feutre naturel. Ouais, mais le poil de mouton, C'est pas alimentaire? c'est pas alimentaire d'une part, non, pas tout à fait. Et puis d'autre part, à laver, t'as des chances qu'après tu puisses mettre que des mini pizzas dedans, tu vois. Donc ça marchait pas bien. Alors à des fois il était plus dense, donc plus isolant, mais voilà. Donc on s'est retrouvé avec un feutre synthétique. Eh ben oui, mais on a des clients aussi qui ont cette capacité, même si Écosciences Provence se battent contre le plastique dans la mer, dans la Méditerranée entre autres, contre le plastique à usage unique, contre toutes ces choses-là. Le cahier des charges à l'origine c'était sans plastique. Et à la fin, eh bien, on montre, parce qu'on a fait des solutions sans plastique en effet, mais on a montré que finalement le plastique dans certains usages, avec une boucle de recyclage derrière, eh bien, l'impact est toujours présent. Hein, le zéro impact en fait n'existe pas, hein, quoi qu'on fasse. Hein. Moi, quand je fais des bons comme ça, quand j'entends parler de ciment neutre en carbone, quoi. Enfin, non, faut arrêter. Faut arrêter de nous vendre des licornes comme ça à chaque coin de rue. C'est pas possible. Quoi qu'on fasse, industrie, oui, d'accord, ok, mais même, j'admire Notox qui font des planches de surf, donc maintenant avec donc du liège. Ouais, c'est super, mais bon, oui, mais ils reconnaissent avoir un impact, quoi qu'il en soit. C'est évident, mais le produit est génial, il est beau, il est sensoriellement développé, ils vont au bout de la démarche, ils se donnent des vrais défis, ces gens-là. Mais ils vont pas nous raconter que la planche de surf, elle est neutre en carbone non plus, quoi. C'est pas vrai. Alors on peut compenser, on peut trouver des leviers pour alléger ça. Mais il y a d'autres moyens pour faire ça et c'est pas au rôle de chacun ponctuellement d'essayer de le faire. En fait, il faut une démarche globale. Il faut vraiment que tous, on rentre à répondre à cette équation. Et pour ça, en fait, il n'y a pas photo. Il va falloir qu'on scoltine le problème pour de vrai. Et donc vous faites des ACV simplifiés, donc vous avez vos outils en interne, vous avez c'est des notes en millipoints, c'est l'impact carbone, je sais pas, tu vas peut-être pas rentrer dans les détails. Non, par exemple pour le pack de glace, on a utilisé le bilan produit de l'ADEME, okay. On utilise... base impact maintenant. Ouais, base impact, oui. Mais ça a changé. On utilise aussi l'outil quand on fait du packaging de Citeo, avec BI, oui. Voilà, qui est très pratique et hyper compréhensible par nos clients. On utilise la méthode Ocala aussi, qui est donc distribuée par le Pôle national éco-conception. Voilà, parce que ça, même avec des artisans du bâtiment, on leur montre. Voilà, Mais c'est vrai que depuis le fameux bilan produit qui était avant un fichier Excel, ouais. qui était un peu compliqué à utiliser, mais qui fonctionnait bien, enfin, voilà, c'était les premiers. Maintenant, c'est vrai que la diversité d'outils disponibles, elle est assez dingue. Effectivement, il y a vraiment des outils sectoriels, du coup, qui sont vraiment adaptés à l'emballage, aux meubles, à l'habillement, etc., qui sont vraiment, du coup, conçus pour, et la plupart sont basés utilisent la base impact de l'ADEME pour ensuite pouvoir plus tard créer l'affichage environnemental, qui est encore un sujet un peu qui est en voie de devenir. Et comment tu fais, par exemple avec la base impact,
quand tu as un produit qui va être fabriqué pour le marché asiatique en Asie, fabriqué pour le marché américain aux États-Unis, fabriqué pour le marché européen pour certains. C'est la complexité de. Après, effectivement, hein, après, c'est. Disons que c'est la complexité après qu'il va y avoir derrière qui, après, ça peut vite devenir des usines à gaz. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Donc, c'est intéressant de savoir un peu, toi, au niveau de l'agence, quel type d'outils vous utilisez. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que vous adaptez en fonction du client et du secteur et vous allez prendre l'outil qui correspond mieux aux besoins et qui parle le mieux au client. Ouais, qui permet d'être relativement le plus juste. Et on est vraiment sur une question de justesse là. Tu vois. Le but du jeu, c'est pas d'être précis à 10-12 quoi. Le but du jeu, c'est d'être capable de lui donner les moyens de comprendre comment on va orienter ses choix. Et ces choix, en fait, il faut les rouvrir au-delà de l'éco-conception pure. C'est-à-dire que sa raison d'être, en fait, rien que la raison d'être du produit en lui-même, est-on légitime de sortir un énième produit comme ça? Et en quoi ton entreprise est capable d'absorber cette légitimité, de porter ça, de porter ses valeurs? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et on n'hésite pas à dire à nos clients, bah ouais, mais là, ton produit, en fait, notre premier outil qu'on va utiliser, c'est le GBS. Alors, le GBS, il y a un système vraiment pointu, hein, le grand bon sens. Ok. Et celui-là, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire un produit comme celui-ci? Et ça, c'est difficile de dire à son client, bah non, peut-être que on va pas traiter ce produit-là, ou on va le traiter autrement, ou peut-être c'est pas celui-là qu'il faut faire. On a été interrogé par un joaillier pour créer une marque de luxe éco-responsable. Ben voilà, on n'est pas allé au bout du projet. D'accord. Ben non, parce qu'il faut rentrer, donc du coup, c'est pas, on l'a vu, hein, c'est pas avec l'or, l'argent, le platine qu'on va répondre. C'est pas possible. Tu crées pas une marque de joaillerie pour les 5, 10, 15 ans qui viennent. Tu veux l'ancrer dans le temps, tu veux lui donner des vraies valeurs, des vrais fondements, donc il faut recréer de nouveaux produits, de nouveaux matériaux précieux. Parce qu'on peut parler de matériaux maintenant, c'est plus de la pierre, c'est plus de la... voilà, il faut les inventer. Après, le côté précieux, après, par rapport à la haute joaillerie, je comprends, mais c'est aussi ce que tu achètes, c'est la beauté d'un bijou. Donc, après, peu importe les matériaux qui sont utilisés, au final, tu peux trouver aussi avoir des pièces très magnifiques et qui sont faites avec des choses finalement très simples, peut-être même des déchets. Ouais, tout à fait, mais c'est très très intéressant, hein. C'est ce que fait Emmaüs aussi quand il recrée des nouveaux meubles. Oui, avec Atelier Emmaüs. Ouais, avec Atelier Emmaüs, donc à la SEPR où j'enseigne aussi. Donc il est parrain donc d'une des promos. C'est super intéressant. Et nous, ça nous questionne aussi parce qu'on édite notre gamme de meubles avec la marque Respire donc, à l'agence. Tu n'en as pas parlé dans ta présentation, mais c'est vrai. Non, mais je peux c'est dire qu'on s'amuse tellement que on passe notre temps à s'amuser. Donc, voilà. Et donc, le bois, rien que la planche qu'on utilise au départ, elle a pris 100 € je crois, en quelques mois. Ouais, donc, ça, je trouve ça hyper... c'est à la fois terrible pour les entreprises, à la fois c'est un signe qui est hyper positif. Ça veut dire que la matière a enfin de la valeur, quoi. Et une valeur qu'on ne lui donnait plus avant. Ouais. Du coup, quand tu travailles avec des ébénistes, c'est passionnant parce que tu leur dis, bon, et demain, votre matière va coûter plus cher que votre taux horaire. Donc votre métier n'est plus d'ébéniste, vous devenez des joailliers. Beau. Ouais. Et là tu dis jusqu'où est-ce que vous allez ne plus utiliser de matière pour faire votre art. Et alors, du coup ils disent oh merde, il faut chier. C'est quand même dingue parce que du coup on se retrouve avec même des métiers de l'artisanat qui doivent se re-questionner quant à leurs valeurs, à leur chaîne de valeur dans leur métier. Et ouais, c'est pas simple. Et si on fait du coup le lien avec le Cradle to Cradle, c'est que maintenant la matière qui était avant un déchet qu'on jetait directement avec une vision linéaire, maintenant on est dans une vision circulaire et comme la matière première commence à avoir un coût trop élevé,
on va s'intéresser de plus en plus aux déchets, cette matière qui est en plus disponible localement, pour créer des nouveaux produits qui... Et on va en parler après. Hein. Ouais. Si Eh bien, on va continuer ta présentation. C'était la petite pause question. Si on Ah, il y a une question. 3 questions, pardon. Comment Centropo décentrer? Ah bah justement, c'est la suite. On va en parler. Eh ben, faut rester connecté. Question suivante. Une autre. Quelqu'un dit j'ai l'impression que deux théories s'affrontent, soit la poursuite d'une croissance mais découplée de l'impact sur la planète, soit la décroissance. Quel est votre point de vue? Eh bien, la décroissance, non. Parce qu'il ne faut pas perdre en vitesse, il ne faut pas perdre de vélocité en fait. Donc la décroissance, est-ce que c'est souhaitable? En fait, c'est ça. Est-ce que peut-être ce sera une réponse un peu juste, c'est-à-dire ça sera peut-être en effet pour certains une forme de décroissance, c'est-à-dire un ralentissement fort. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot quoi, aussi. Voilà. Mais décroître, en fait, on va pas. C'est comme si on disait on va redevenir un peu plus bête, quoi. C'est aussi ce que on dit. Je réagis toujours quand j'entends parler d'un produit 100% éco-conçu. Ok, mais c'est quoi un produit 50% éco-conçu? C'est un truc, j'ai commencé à faire de l'éco-conception et puis j'ai arrêté la bécane et tout. Et puis non, j'en ai fait la moitié, c'est bon, ça suffit. Non, c'est pas possible en fait, c'est pas calculable comme ça. Donc en effet, il va falloir qu'on revienne à 2 kg CO2, 2 tonnes CO2 par personne. Ouais, oui, on est à combien nous? À 7, 8 ici en Europe? Là en ce moment on explose un peu notre budget là. Mais voilà, mais bah oui, il faut qu'on revienne à 2. Est-ce qu'on peut appeler ça décroissance? Non, moi j'ai envie de dire, il va falloir qu'on le fasse justement de manière, je dirais, désirable. Donc on va pas tous devenir moroses, quoi. On va pas tous s'habiller en gris clair ou voilà, ou en écru. C'est un bon exemple, là. Mais non, mais en fait, en effet, oui, moi j'ai envie de garder mes feuilles sur ma chemise, quoi. Et celle-là, par contre, je veux dire, je la garde depuis longtemps parce que je la garde pour les beaux jours où je te rencontre. Et voilà, oui, c'est ça en fait. Non, la décroissance, non. Mais par contre, rendre les choses désirables autrement, oui. Le philosophe Dominique Bourg déclarait récemment « Il n'y a pas de croissance verte ». Qu'en pensez-vous? Ben justement, je vais aussi t'atteler ça tout à l'heure. Oui, j'y crois, il n'y a pas de croissance verte non plus, ouais, il y a des chances, ouais. Mais voilà, et en fait, il n'y a pas les mots encore pour expliquer ce qu'on va avoir derrière. Je pense que c'est plutôt ça. Et l'innovation, c'est bien, et c'est ce que je dis aussi souvent à mes clients, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à le nommer, c'est peut-être que justement on crée de l'innovation. Et on a inventé comme ça un produit pour un de nos clients qui n'avait pas de nom. Ça un porte-savon, mais pas le porte-savon où vous posez le savon. C'est quelque chose avec lequel vous pouvez tenir le savon. Oui, ça n'a pas de nom, ouais, ça n'existe pas. Ouais, voilà. Donc quand on invente un porte-savon comme ça, donc on a appelé ça un sapophore. Oui, parce que le sémaphore, il porte les signes, le photophore, il porte la lumière, le sapophore, il porte le savon, ça marche bien. Et donc c'était un produit qui permettait donc de clipser une partie savonneuse en partie au bout, et puis de savonner comme ça. Et c'était un savon qui était justement très innovant, bio, enfin bon... Je ne peux pas en dire plus, et donc là, quand il n'y a pas le mot, ça veut dire qu'on a créé une innovation. Ça fait plaisir. Donc, mais qui on est, nous? Tu vois, c'est parce que en fait... tu veux dire nous, en tant que... Anthropocentré, okay. En tant qu'humain. Voilà, en fait, là, c'est ce que je montre sur l'arbre phylogénétique. Waouh, c'est un super nom, ça, phylogénétique, attends, ça déchire. Ouais, ça c'est purement anthropocentré, ça. C'est-à-dire c'est notre vision d'humain, de l'intégralité du vivant qui nous entoure. Ouais, alors c'est une vision amoindrie quand même, parce que sinon on n'arriverait pas à tout faire rentrer dans les mots. Déjà là c'est illisible, mais les idées en fait, et on amoindrit tout comme ça. On amoindrit les idées, on amoindrit les représentations, faute de capacité de vision globale. On a nos limites mentales. Quand on réfléchit à l'infini, peu de gens sont capables de faire cette abstraction de réfléchir à l'infini. L'infini représenter, c'est super dur.
Donc, cette volonté de vouloir à chaque fois synthétiser les éléments, cette volonté nous fait oublier les contextes et nous fait oublier aussi les minorités, les singletons. Tu vois, en fait, notre arbre phylogénétique, il a même oublié ce qui n'a pas marché, ce qui s'est éteint. Et puis, comme ça, on va justifier en fait l'idée d'une vision non nuancée. Tu vois, ah, on a la solution. Tu vois, une idée comme solution unique. Ben non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et on a comme ça aussi les extrémophiles qui fonctionnent. On voit bien que la nature crée plein de types de vie. D'accord ? Et il y en a qui, comme disait Darwin, il y en a qui vont s'adapter parce qu'elles sont adaptatives. Et il y en a d'autres qui vont par contre trouver refuge dans des endroits. C'est comme ça qu'on trouve des crabes à 4000 mètres de profondeur autour des cheminées de fumée noire. Voilà. Et là, vous avez une colonie, plusieurs milliers de crabes blancs qui n'ont jamais vu la lumière de leur vie et qui vivent heureux là. Enfin, heureux, on pense. Hein. On n'a pas eu de questionnaire envoyé chez eux. Mais voilà. Et on trouve à 2000 mètres sous terre encore des insectes qui vont gambader, creuser, faire leur chemin. Voilà. Et on découvre en fait que ces extrémophiles, bah, simplement, ils se sont adaptés dans des contextes qui étaient différents. Et c'est eux qui sont la vraie résilience. Parce que demain, si la mer, si l'océan s'acidifie, bah, c'est les extrémophiles qui vivent en milieu acide qui vont prendre le dessus. Et qui pour le moment sont minoritaires. Mais si nous, on s'autorise à les ignorer, si on s'autorise à ne pas les observer, à ne pas les comprendre, à ne pas les respecter, on va simplement éradiquer tout ça avant même que ça n'arrive, parce qu'ils sont tellement peu nombreux, c'est tellement simple de changer ce milieu-là que voilà, on va dire ah ben non, attends, l'eau elle est trop acide, on va rajouter un petit peu de je sais pas quoi pour virer l'acidité. Et bah oui, mais non, mais le problème c'est que on va tuer en fait une des branches sans même l'avoir découverte. Et c'est exactement ce qui se passe chez les biologistes. Ils découvrent des nouvelles espèces qui sont déjà en voie d'extinction. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et c'est notre vision, en fait, et notre manière de réfléchir. On réfléchit autour de l'ego et non autour de cette sphère, de cette biosphère dans laquelle on est. Donc, c'est pas un petit changement que doit envisager comme ça l'humanité, hein, pour poursuivre de vivre ou de survivre, simplement. Il faut conscientiser et approfondir son questionnement et la recherche de la raison d'être de ce que produit l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on produit autant que ça? Mais voilà, à quoi? C'est une course vers quoi, c'est une course à échalote, mais c'est une vieille tradition abandonnée normalement. On pourrait donc tomber en faisant ça dans un dogme d'une religion Gaïa, tu vois, mère nature, le totalitarisme vert, tu vois, les mères verts. C'est sympa. Ou encore, on pourrait aller vers un protectionnisme, vers de l'individualisme, vers un conflit des territoires pour leurs ressources. Bah, c'est Manon des sources, quoi. Okay, est-ce que c'est souhaitable? Toutefois, il faut plus que jamais, en fait, plutôt penser qu'on est encore potentiellement une espèce intelligente. Et là, va falloir qu'on décrasse un peu le cerveau, qu'on fasse un peu fonctionner les neurones. Et puis utiliser cette capacité à réfléchir vers un futur durable et désirable. Et en fait, c'est pas inné chez nous, mais il faut qu'on le fasse ensemble. En fait, il n'y a pas un qui va trouver la solution, d'accord? Il faut un mouvement global. Il faut absolument qu'on change tous nos moyens de réflexion, toutes nos méthodes, tous nos processus de développement et de conception, qui sont tous anthropocentrés. D'accord? Et là, en fait, tu vois, je présente le cycle comme ça qu'on montre à tous nos jeunes designers industriels en disant, voilà, tu veux produire un truc, tu vois, tu as un cycle comme ça de développement de ton produit pour passer par les étapes. Et puis, le design thinking, ça fonctionne comme ça, en double diamant et tout. Ouais, ok, super, ouais, ces théories sont très très bonnes. Sauf qu'on réfléchit anthropocentré. Il faut penser autrement. Donc il faut changer ces méthodes-là, il faut forcément non plus penser d'humain à humain, mais changer de point de vue en créant autre chose. Et forcément, en théorie, si on y arrive, il va falloir réinventer des mots. Et là, on va créer une nouvelle langue, ça va être intéressant. En attendant, j'ai qu'une formule à vous proposer, c'est celle-là, c'est peut-on imaginer un produit ou un service donc créé par l'homme qui répond de manière équitable
donc aux attentes du vivant de manière globale. D'accord? Et moi, a priori, si on arrive à résoudre ça, si on arrive à se poser sur ces questions-là et à tourner le tourner dans notre tête parce que pour le moment, ton canapé, il ne sert pas à ça, quoi. Enfin, notre chaise, tu vois, elle ne fait rien pour le vivant sur Terre. Hein. Donc, je vais vous proposer 5 pistes différentes. Très prétentieux de ma part, mais j'ai essayé, je me suis mis dans le contexte. La première piste, ce serait par exemple d'acheter, donc que l'on paye, je vais te poser la question simplement, acheter à la terre, donc la matière qu'elle nous fournit, d'accord? Si on l'achetait. Parce que tu vas chez n'importe quel distributeur de grossiste de bois ou peu importe, tu prends un joli tasseau de bois, d'accord? Qu'est-ce que tu as payé? En fait, tu as payé un petit peu le propriétaire donc, du terrain où il y avait l'arbre, tu as payé le bûcheron, sa tronçonneuse, le camion qui a transporté la bille de bois, la scierie, les actionnaires de la scierie en passant un petit peu, et puis les employés de la scierie quand même, ils ont aussi le droit d'être payés, ces gens-là, et puis ensuite, quand on a bien débité le bois, il y avait l'outil industriel aussi, qu'on a payé l'amortissement. On a payé ensuite le distributeur hein, qui est venu choisir le bois dans la scierie, qui l'a fagoté, qui te l'a présenté dans un magasin avec un vendeur qui est venu te dire ça c'est le meilleur des bouts de bois qu'on ait monsieur. et toi, tu es venu avec ta voiture, enfin tu t'as payé ton déplacement, tu repars avec ton bout de bois. Mais est-ce que tu as payé du bois à un moment? Non. En fait, on a payé de la complexité humaine. Et ça nous amène à nous poser la question, mais combien est-ce que aurait coûté ce bois? D'accord? Combien est-ce qu'on est prêt à payer notre bois à la terre? D'accord? Et il y a quand même une petite note d'humour là-dedans, moi j'aime bien, c'est que sur cette complexité humaine, on est capable de taxer, de mettre une écotaxe, d'accord? Pour le recyclage du bois. Ouais, c'est quand même fabuleux ça. C'est-à-dire qu'on paye une taxe sur la complexité humaine. Ah, c'est intéressant, c'est quand même, ça peut nous amener quand même à nous poser des questions. En gros, on a encore créé une taxe sur la complexité, c'est génial, on va aller loin. Mais c'est des sommes ridicules en plus. Enfin, oui, enfin c'est ridicule. Mais tiens, tu vas voir après, je montre un exemple où cette somme ridicule, quand on la pense de manière globale, ça commence à taquiner. Ah oui, ça commence à taquiner. Bien sûr. Et oui, donc... mais je veux dire sur la symbolique qu'on met derrière, c'est-à-dire que parce que quelque part, il y a un lien avec... pour moi, même si c'est en lien avec juste la fin de vie, il y a un lien avec, pour moi, l'impact environnemental. C'est-à-dire que l'importance qu'on donne, et après tu vas y venir par rapport à ton exemple d'ailleurs, l'importance qu'on donne à cet aspect environnemental est ridicule par rapport au prix même de l'objet. Ouais. Et c'est bien. Et en effet, j'y viens. Mais des économistes se sont déjà posé cette question à quel prix on peut mettre au bois qu'on pourrait acheter quand même. Ils ne sont pas bêtes, hein, ces gens-là. Et d'une manière générale, quel prix on peut mettre à ce que nous apporte la nature. D'accord ? Et ils ont pris l'exemple d'une abeille. D'accord ? Et j'ai trouvé une étude de l'INRA et du CNRS qui a chiffré la valeur de l'activité par an de pollinisation des insectes, qui sont majoritairement les abeilles, à 153 milliards d'euros, donc sur les principales cultures alimentaires de l'homme. D'accord ? J'ai des sources, là c'est verdura.fr, actualité, travail des abeilles, 153 milliards d'euros. Ok, très bien. Sur Terre, chaque année, les abeilles nous rapportent 153 milliards d'euros. Pardon. Je me suis dit, il y a combien d'abeilles sur Terre ? Alors là, ça a été plus dur à trouver. A priori, je pense savoir qu'il y a 36 000 milliards d'abeilles sur Terre. Ok ? Bon, je peux me tromper, mais grosso modo, ça ne va pas être loin de ça. 1 ou 2 milliards près. Ouais. Tu peux me rajouter 10. Ouais. Plus ou moins peut-être 2000 milliards. Voilà. Ok, si on part comme ça, on fait cette hypothèse-là, d'accord ? 153 milliards d'euros rapportés chaque année par 36 000 milliards d'abeilles. Ok, ça nous ramène le prix de l'abeille, de son travail annuel à 0,0042 €. Ok, donc un demi-centime d'euro l'abeille. Ok, donc là tu fais un Paris-Lyon, que TGV, on s'est tapé 10 abeilles. Allez, ça coûte 5 centimes. Facile, attends.
Ok, 5 centimes, c'est négligeable, d'accord? Bon, il se trouve quand même qu'elle pollinise 35% des plantes que nous consommons, ces 5 centimes-là. Pas elle toute seule, hein, mais voilà, ça nous a coûté que 5 centimes. Enfin, moi, je veux bien les payer, tu vois, ça ne me dérange pas. C'est comme la taxe, tu vois, ouais, bon, bah, pourquoi pas. Mais alors, si elles sont si importantes pour l'humanité, tu vois, si on vidait nos rayons de tout ce qui est pollinisé, ce serait vachement moins rigolo hein, de vivre, hein, enfin de se nourrir déjà. Et ben en fait, ça m'amène vraiment à me dire, l'abeille, potentiellement, elle a les mêmes droits de prospérer que l'humain, que l'homme. Et là, en fait, on redésanthropocentre à nouveau. Si l'abeille a autant le droit de prospérer que l'homme, ben alors oui, ça veut dire que notre produit, il faut qu'il respecte aussi ça. Donc ça peut... j'ai fait un petit exemple, là j'ai fait un faux ticket de caisse. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, je vous propose qu'on paye le produit. Qu'on paye le produit à la terre. D'accord? Donc on paye par exemple un fonds terrestre ou un fonds pour la terre. D'accord? Qui alimenterait un compte planétaire, géré par exemple un groupe de... Par des fleurs. Pardon? Géré par des fleurs. Alors ouais, mais alors ouais, ils ont un niveau de comptabilité qui est un peu lent, on va dire. Leur temps n'est pas le même que le nôtre. Et non, par exemple, géré par 120 personnes de nationalités différentes, désignées aléatoirement, renouvelées tous les 3 ans au tiers pour permettre de mettre en place quand même des actions sur le long terme. C'est-à-dire que potentiellement, tu es désigné, tu y es pour 9 ans. D'accord? Et c'est renouvelé au tiers, donc tous les 3 ans. Donc hop, ça marche comme ça. Et leur objectif serait de mettre en place des actions et d'allouer des budgets pour réparer, pour protéger, pour valoriser notre planète et la biodiversité, d'accord? Sans but ni objectif humain direct. Pourquoi est-ce que... alors imagine, hein, moi j'ai mis une petite taxe là, comme ça à 10%, je crois. Non, à 5%, à 5%. Là. Je l'ai fait apparaître sur mon ticket de caisse à 5%. Donc en gros, ça viendrait sur ton petit bout de bois à 10 centimes. 10 centimes, tu es prêt à les mettre pour la terre. Imagine 5% du PIB mondial. Waouh! Là, tu as une force de frappe qui est quand même hallucinante. Et c'est en ça où ça va devenir intéressant. Mais pour faire quoi? Eh bien voilà. Là, je vous montre un des articles qui a été paru dans Oui Demain, le dernier qui est sorti, le numéro 39. Donc, l'utilisation de la financiarisation des productions naturelles à destination de la Terre lui permettrait de payer des tribunaux, de se défendre, donc pour défendre cet objet vivant. Hein, la Terre, on peut dire que c'est un objet vivant lui-même, donc des agressions de certains humains. Donc c'est ce que font entre autres les peuples équatoriens en attaquant des multinationales comme ça. Donc les humains auraient alors pour mission de représenter les intérêts de fleuves, d'animaux, de territoires, de ressources, et auraient les moyens d'attaquer en retour les agresseurs de ces entités. Voilà, c'est une piste. Ok? Je ne sais pas, elle est bien, elle n'est pas bien, mais pourquoi pas? Si on continue, je vais vous en proposer une autre de piste. Si on créait une économie circulaire globale, alors on en parlait tout à l'heure. Alors ça, là, c'est la partie un peu chiante de la présentation. C'est un peu lourd. Mais en gros, ça repose sur 7 points. 7 points de l'économie circulaire globale. On a le principe de l'approvisionnement durable. D'accord ? Donc on va déjà commencer un mode d'extraction et d'exploitation durable des ressources. On a l'éco-conception. On en a parlé, ça on sait faire. On a calculé, on a des babasses, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a l'écologie industrielle et territoriale qui vise à optimiser en fait les ressources dans des équipements et des expertises via une approche systémique à l'échelle du territoire. D'accord ? Donc pensée locale. On a l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire plutôt que de posséder, distribuons, partageons. Les ressources, c'est plus la possession. Et ça, il y a déjà des entreprises comme Decathlon qui commencent à mettre ça en place. On sent que ça arrive. Le groupe Sab aussi. On a envie de faire une super géante raclette ici sur le campus. On a besoin de 50 appareils à raclette. On peut les louer. Voilà, ça c'est des vraies économies. Bon, ils ne communiquent pas beaucoup dessus. Bizarre.
On a aussi la consommation responsable, c'est-à-dire un processus d'achat prenant en compte les impacts environnementaux, c'est-à-dire simplement comment tu fais pour choisir un aspirateur. Tu te mets derrière et celui qui crache le moins d'air chaud, c'est forcément celui qui sera le plus efficace. D'accord ? Oui, parce qu'il n'utilise pas son énergie pour chauffer pour refroidir le moteur, qui est très bas de gamme parce qu'il fallait que le marketing a dit qu'à 1200 watts, c'était pas un bon aspirateur. À 600 watts, c'est un très mauvais aspirateur, il n'est pas assez puissant, tu comprends. Donc, mais à 1200 watts, t'imagines, 1200 watts, c'est, comment il dit, Jancovici, c'est 200 watts pour 2 jambes. Et ça veut dire que tu aurais 6 gugus qui seraient sur une surface comme ça pour aspirer ta moquette, quoi, tu vois, avec le maximum de puissance qu'on a. On appelle ça un décapeur, hein. C'est plus un aspirateur. Donc en fait, voilà. Donc on nous trompe comme ça. Et je vais arrêter. Je vais surtout pas dire un autre exemple. L'allongement de la durée de vie d'usage consistant donc à valoriser simplement le réemploi, l'utilisation, le prêt Oui, si ton objet il dure super longtemps, s'il n'est pas fragile, forcément tu vas le prêter plus facilement. En fait, tu vas le valoriser. Et enfin, le recyclage, bien entendu. Donc ça, c'est les 7 points de l'économie circulaire globale. Alors, ok, c'est super. Quand on dit ça, du coup, je vous présente un petit schéma qu'on trouve facilement sur Internet, que j'ai agrémenté encore en plus, avec le challenge des impacts environnementaux des produits. Alors là, tu as de la boucle, de la surboucle, déjà rien que dans la créativité. On a des boucles de créativité parce qu'on fait du cradle to cradle, tu vois, et puis même plus. Alors si on faisait du cradle to cradle to cradle to cradle, t'imagines la tête du designer, là, c'est farci. Donc, et puis à chaque étape donc, de création et d'industrialisation, donc avec l'extraction des matériaux et tout ça, il faudrait qu'on pense boucle, circularité. Et à chaque fois, en fait, tu le disais, mais oui, mais donc on va pouvoir, la matière première va se transformer en matériau, qui elle-même va être un matériau, pour un matériau, pour un matériau, pour un matériau. Et là, en fait, il faut juste qu'on fasse attention à une chose, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, en fait, le principe, c'est le paradoxe de Jevons, c'est-à-dire William Stanley Jevons, qui nous a démontré ça, qu'il a écrit, qu'il a mis en texte en 1865, avec The Coal Question. C'est un Américain, et le paradoxe de Jevons énonce qu'à mesure que les améliorations technologiques augmentent, l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. En gros, si je le dis autrement, en termes plus simples, plus une énergie, une matière, une technologie ou une solution est maîtrisée, donc démocratisée, plus sa consommation va augmenter, car sa disponibilité est plus grande. Et c'est là où, en fait, peut-on, dans ce cas-là, faire une croissance verte? Est-ce que la croissance verte, c'est pas un gros fake? Tu vois? Et ouais, en fait, oui. En effet, si on crée de la matière, et qu'on continue de produire plus de biens, en fait, non, c'est pas bon. On réfléchit pas bien. Parce qu'on réfléchit, une fois encore, trop anthropocentré. Alors, j'ai une troisième piste. La troisième piste, c'est concevoir des produits à usage étendu. Alors, l'usage étendu, c'est beaucoup plus simple, plus accessible, on le fait déjà. Excuse-moi, je ne suis pas allé dans le bon sens. C'est l'usage collectif. Et j'aime bien montrer cet exemple-là. C'est Romain Honfort, un de mes collaborateurs, de mes anciens collaborateurs, qui a mis ça en place. Mais c'est des choses toutes simples. C'est juste des petits stickers qui peuvent être magnétiques si on veut, mais autocollants, ou qu'on met sur le hub en bas de chez soi. C'est-à-dire le hub en bas de chez soi, c'est sa boîte aux lettres. C'est celui où tu seras dans un cercle contenu, maîtrisé, à qui tu accepteras de prêter tous tes objets pour leur donner plus d'efficacité vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire l'efficacité, cette fois, c'est plus d'usage, d'accord, plus d'efficience. Et donc prêter sa perceuse qui, en moyenne, elle va être utilisée 12 minutes par an. Là, en fait, en la prêtant à 3, 4, 5, 10 personnes, tu as multiplié par 10 son efficacité environnementale. Et ça, on en parle dans l'éco-conception, c'est aussi. Mais ça fait vraiment partie d'une posture, c'est-à-dire que les produits achetés ne sont pour la plupart utilisés que quelques minutes par an, et c'est ridicule parce que en multipliant son temps d'utilisation, on divise son impact dans le temps. Donc voilà, c'est des choses simples
Et donc, plutôt que ce que ton voisin achète sa perceuse, eh ben, vaut mieux que tu y prêtes la tienne, quoi. C'est mutualisé. Et c'est aussi un mouvement qui est né, le Food to Share, donc en 2008. Et en fait, c'est vraiment ces moments où il y a des crises profondes dans nos sociétés, où on commence à se poser des questions beaucoup plus intéressantes. Et c'est quand même dommage, non? Ça serait mieux qu'on y réfléchisse un peu avant. Et avec donc les care halls, où on a appris à faire de la permaculture n'importe où. Donc le care hall, ça nous vient en fait de Glasgow, je crois. En 2008, en fait, ils n'arrivaient plus à se nourrir. Donc ils ont transformé leur potager devant les beaux windows en disant, bah voilà, comme j'ai pas de muret, bah, n'importe qui va venir se servir, mais au contraire. On va faire pousser des trucs, servez-vous. Ils ont transformé les ronds-points, ils ont transformé les bacs à fleurs devant la police locale, et puis ils ont planté des trucs pour vivre simplement, pour se nourrir, pour tout ça, pour avoir des radis, pour avoir tout ce qui pouvait être possible de manger. Ben voilà, ben c'est simple. Et mutualiser les ressources pour diviser les impacts. Un travail vers une forme de sobriété durable et sociétale, tu vois. Et on n'est plus du tout sur que la matière, en fait. On est vraiment sur un processus de pensée. Et ça va nous amener aussi à concevoir donc des produits davantage au service du vivant. C'est un autre processus de pensée. Et en quoi notre canapé, notre plaque de cuisson, notre salon de jardin, notre voiture offrent un service aussi à la biodiversité, tu vois, au vivant d'une manière globale. Comment allons-nous produire ces nouvelles idées? J'en sais rien, moi. J'ai envie qu'on travaille ensemble. Alors, on a des exemples, hein, des choses qui pourraient avoir une vraie valeur, on va dire, vis-à-vis de la biodiversité. Vous avez Philips qui a sorti une superbe ruche qu'on peut mettre comme ça sur une paroi vitrée pour... alors je vais lire le texte de Philips parce qu'il me plaît énormément. On a le temps? Il est plein de... Nous restons à 5 minutes, mais on peut... Ouais, on est bientôt arrivé au bout. Il est plein de subtilités, on va dire, marketing, d'accord? Traditionnellement, les ruches ne sont guère plus que des boîtes en bois dotées de multiples grilles internes sur lesquelles les abeilles peuvent déposer leur miel. Donc, ce produit s'appelle l'Urban Beehive de Philips, est donc une version beaucoup plus moderne et élégante que la ruche. Spécialement donc conçue pour donner aux citadins le plaisir d'observer des abeilles au travail. La ruche, en forme de cosse, se fixe à un trou découpé dans une vitre. Une fois fixée, la nacelle recouverte de verre à l'intérieur de la fenêtre permet d'observer la ruche. Tandis que l'entrée blanche à l'extérieur de la fenêtre permet aux abeilles d'aller et venir librement. D'accord? En gros, tu mets ta ruche sur ta vitre. Déjà, tu as fait un trou dans un double vitrage, je suis pas sûr que ça marche bien. Le meilleur de tout, c'est qu'en tirant sur un petit cordon en bas de la ruche, vous pouvez avoir tout le miel frais que votre cœur désire. Ça, c'est bien écrit, tu me dis, c'est bien, c'est purement marketing. Ok, bon, on aurait pu le faire comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu simplement avoir une jolie petite boîte en bois avec un hexagone, et si tu avais envie de voir ce qui se passait dedans, tu mettais une petite vitre plexi, et puis ça marche bien aussi, ou une vraie vitre en verre, hein, tu as le droit aussi. Hein. Mais en fait, et mieux encore, ce projet d'étudiant qui en se posant la question, comment je vais faire rentrer le vivant donc dans la ville, en fait, comment j'accueille la faune sauvage dans la ville, eh ben, c'est dit, mais il faut que j'arrive à mettre le plus de ruches possible. Et comment mettre le plus de ruches possible? C'est probablement pas en faisant des trous dans des vitres. Oui. Donc il a développé un système avec du liège, avec du bois, avec une structure, avec plein de choses qui permet aussi d'aller chercher potentiellement le miel à l'intérieur. Mais voilà, en fait l'objectif est bien de répondre à un besoin d'intégration de la nature sauvage quelque part dans notre milieu urbain aussi, c'est ça. Et là, on est vraiment sur un principe encore, mais on sait le faire. Hein. Là, avec les passages pour hérissons dans les grillages, on est les écoducs, c'est-à-dire les passages au-dessus des autoroutes pour la faune sauvage. Enfin, c'est des milliers d'euros là qui sont investis. C'est bien, quoi. Waouh, bravo. Bon, ils ont essayé de faire la même chose pour les chauves-souris, mais les chauves-souris, non, rien à foutre. Mais ça marche moins bien. Mais bon, elles sont plus libres, elles. Et puis les hôtels à insectes, oui, c'est joli. Et puis voilà, pourquoi pas. Donc on sait faire des petites choses comme ça. Mais est-ce qu'on sait encore, par exemple, par un flux d'air, éviter que les insectes viennent heurter la calandre d'une bagnole? Non, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, c'est que la calandre de la voiture
évite de casser trop les jambes de la personne qui va être percutée. Ça, l'humain, on va faire gaffe, d'accord? On va faire des crapauducs en dessous de la route pour éviter que à 100 crapauds au mètre carré, le véhicule ne perde le contact avec la chaussée et aille dans l'arbre le plus proche. Ok, mais ça, c'est pour sauver l'humain, c'est pas pour sauver les crapauds. Et en fait, on ne réfléchit pas jusqu'au bout. Et si on arrivait, ne serait-ce qu'à éviter que les insectes percutent nos véhicules et viennent s'écraser lamentablement sur le côté des routes, eh ben ça éviterait que les piafs viennent manger ces insectes-là, cet endroit-là, et ne se fassent eux-mêmes percuter par ces mêmes véhicules ou happés par un flux d'air qui va les abasourdir, et puis qu'ensuite ben, vous ayez des renards ou d'autres petits animaux comme ça, des carnivores qui viennent se faire percuter eux-mêmes. Et cette chaîne-là, en fait, on la comprend pas. Tu vois juste qu'il y a un renard parce que c'est celle que tu vois. Tu vois pas qu'il y avait avant un piaf aussi, ou qu'avant le piaf, il y avait encore des insectes. Et ben oui, mais ça, tout ça, en fait, on le crée sans le savoir. Et sans le prendre en compte, finalement. Donc voilà, ça c'était mon 4e point, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre un service d'une manière globale au vivant quand on crée un produit. La raison d'être du produit vis-à-vis du vivant. Ici, si on regarde autour de nous, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, l'estrade. Tu veux dire que c'est aussi un vecteur d'innovation, enfin un moyen d'innover, parce qu'on va avoir une autre façon d'approcher la problématique. Et puis là, en prenant en compte le vivant, ce qu'on fait. Mais oui, et on va se rendre compte qu'il y a, que pour le moment, on ne s'est jamais posé. Et du coup, c'est des sujets design hyper intéressants. Bah ouais, parce que tu parles de ça à un industriel qui fait par exemple de l'aménagement urbain, qui fait des abris de bus, qui fait tu vois, des pots de fleurs, qui fait des bancs. Et tu lui dis, si on intégrait la faune sauvage. Ça commence à arriver. Ouais. On commence à voir des solutions qui. Oui, et on travaille nous aussi avec des aménageurs urbains comme ça. Donc voilà, ça c'est pertinent. Mais c'est une révolution dans l'entreprise. Si on commence à dire au chef d'atelier, on va faire gaffe à pas utiliser telle finition parce que c'est pas bon pour l'environnement ni pour les insectes quand ils montent dessus. Waouh! Et on l'a fait dans un camping, le camping de Briange. Eh bien, en fait, du coup, ça change toute la configuration du camping. En partie haute du camping, ils avaient 8 hectares pour 80 emplacements. Donc, c'est bon, tu as de la place. Et en fait, en partie haute du camping, tu as les gens, leur première fois. D'accord ? Ils restent en haut. Ils sont en Ardèche, quand même, il faut se méfier. Et ils sont sur une introduction douce. Et plus tu viens, plus tu peux descendre sur la propriété du camping pour finir même, on a réinventé le camping sauvage. On a fait des champs à coucher. Et en fait, on se pose la question, comment est-ce qu'on va faire pour amener les gens à écouter le crapaud qui dans le petit ruisseau en bas comment est-ce qu'on arrive à faire une sieste au-dessus d'une grosse fourmilière? Et qu'est-ce qu'on va entendre? Voilà. Et ça, écouter le vent aussi en Ardèche. Pourquoi pas? Voilà. Et parce que simplement, dans un camping, maintenant, le propriétaire se plaignait, il disait, mais les gens viennent se plaindre parce qu'il y a des abeilles, il y a des guêpes. Oui, c'est normal. Elles sont là, on est chez elles plutôt. Donc voilà. Et ça, c'est des questions qu'on s'est amené à poser. Et puis là, j'ai un dernier point que je veux proposer comme ça, mais il y en a 5, on pourrait encore développer longtemps. Mais je pense qu'avec ces 5-là, déjà, on va avoir quelques outils. Si on pensait avec les accorderies au service du vivant. Alors, l'accorderie, c'est pas très connu, ça. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous connaissent ces accorderies. Les accorderies, en fait, ce sont des banques de temps. Pourquoi une banque de temps? Parce que c'est incompressible. Le temps, tu peux pas miser sur le temps. Tu vois, si tu investis 1 heure de temps que tu vas mettre à la banque, à l'accorderie, dans 10 ans, ton heure, elle vaut toujours 1 heure, quoi, tu vois, ça ne vaudra pas plus de temps. Donc, voilà, il n'y a pas de surexploitation. C'est pas comme l'argent où on peut le faire fructifier. Le temps c'est du temps. Et donc, ça donne... et si on pouvait comme ça compenser, tu as envie d'acheter une perceuse, ok, on est bien conscient que ta perceuse, d'ici à ce qu'elle fasse du bien pour la faune sauvage ou pour le vivant d'une manière globale,
il va y avoir du taf hein, chez les fabricants de terre perceuse. Hein. Donc peut-être on pourrait quand même s'accorder une compensation en temps à donner à la planète. Donc j'achète une perceuse, je dois 2 heures de temps pour la planète. 2 heures de temps avec une perceuse, bah, c'est simple, tu vas fabriquer des choses pour la faune sauvage. Tu vas fabriquer peut-être, je sais pas, Tu vas planter des arbres. Tu vas planter des arbres, tu vas faire plein de choses. Donc en fait, le principe des accorderies, c'est le dernier et la première a été créée en France à Annonay, au nord de l'Ardèche. Ouais, Lyon et l'Ardèche, c'est très lié. Mais les Ardéchois sont très indépendants aussi. Mais, et donc, on pourrait échanger comme ça n'importe quoi. Et tu prêtes ta tondeuse, mais donc, bah, tu vas gagner 2 heures de temps. Voilà. Et ça, c'est un système qui pourrait devenir aussi autre chose que la monnaie, on va dire, d'échange actuelle, qu'elle soit euro, dollar ou peu importe. Et donc, ça va nous faire rentrer sur un principe de troc avec la nature. On va troquer notre temps avec la nature. Et donc, ça, c'est vraiment un système qui, à mon sens, pourrait aussi nous réouvrir de nouvelles... non pas nous laisser ouvert, en fait, la possibilité d'utiliser encore des produits qui ne soient pas forcément toujours complètement prévus pour simplement préserver le vivant de manière globale. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. D'accord ? C'est à nous de jouer, à trouver des nouvelles solutions. Comment est-ce qu'on va répondre à cette équation ? Donc, peut-on imaginer un produit ou un service créé par l'homme et qui répond équitablement aux attentes du vivant de manière globale ? Voilà. Merci beaucoup. Super Frédéric, merci beaucoup pour cette présentation. Alors du coup, il y a peut-être des questions des internautes. Comment extraire des matériaux durablement ? N'est-ce pas utopique ? Ça dépend lesquels. Alors extraire, donc forcément, on parle d'éléments fossiles potentiellement, sachant que l'or, c'est quand même construit aussi par la terre. Hein, donc l'or, on peut en trouver et ça peut se recréer lors des frottements de plaques tectoniques, mais c'est pas mon métier là non plus. Je pense qu'on ne peut pas extraire durablement des matériaux. Hormis le fait de déjà s'assurer que tout ce qui est déjà extrait est correctement utilisé en fait. Et ce que je pense par rapport au pétrole, hein, parce que quelque part c'est un peu ça, en fait combien de pourcents des molécules et des capacités chimiques qu'on utilise dans le pétrole? Quand on parle avec des chimistes qui travaillent dans des raffineries, ils nous disent bah ouais mais quand on voit à Saint-Fond par exemple au sud de Lyon les torchères qui sont allumées et les fumées qui en sortent de temps en temps quand il n'y a pas la flamme et qu'on a une fumée noire comme ça qui traverse la vallée du Rhône, c'est impressionnant, c'est même révoltant. Et tous ces torchères la nuit qui brûlent comme ça en temps continu, c'est des molécules en fait, elles sont pas rentables à être vendues. D'accord ? On n'a pas la chaîne de distribution. Mais c'est comme tous les plastiques qui sont recyclables. Ok, recyclable, très bien. Recyclé ? Dites-moi. Non. Ah bah c'est dommage. Ou l'aluminium, les canettes qu'on ne recycle pas. Parce que simplement la matière recyclée, le coût de la complexité humaine à le recycler est trop important vis-à-vis du coût de la matière première. Ok ? Ben oui, mais normalement on ne l'a pas payé la matière première. Donc en fait, ça sera durable quand on la paiera. Donc une des solutions, c'est ça. C'est payons la matière à la terre pour ce qu'elle nous apporte. Et en effet, le coût de la matière des minerais, à la terre, il lui a fallu combien de milliers d'années ? Elle est à combien de l'heure la terre ? Bon, on va peut-être arrêter de l'extraire et trouver d'autres solutions. Hein. C'était peut-être très très simple de le faire comme ça, mais ça ne le sera plus. Est-ce que ça répond à la question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lorraine ? Une dernière, avez-vous des conseils pour accompagner en interne une entreprise de retail vers l'éco-conception de ses propres produits ? Une entreprise de retail pour l'éco-conception de ses propres produits. Je crois que l'édito, si Philippe Reiling est là et qui nous écoute, se penchait beaucoup sur cette question-là. L'édito, c'est un éditeur alternatif de 2007 à 2012, je crois,
qui faisait développer en crowdfunding en fait des produits de designers. Et il se posait justement ces questions-là, il réfléchissait beaucoup dessus sur comment, avec l'outil industriel, avoir le moins d'impact en la production de produits, donc de fourniture, de mobilier, là, et de lampes et de choses et autres. Mais t'as suivi toi l'édito ou pas? Non, pas du tout. Ah, pas Non. du tout. Donc voilà, et l'édito ont été les premiers à éditer la table Mon Oncle, justement. D'accord. Et, C'est la table que vous avez dessinée Ouais, chez Ecodesign. ouais, voilà. Mais il y a aussi ma tante, il y en a plein d'autres, oui. il y a Jules, il y a toute la Cousin. famille. Ok. Mais, Donc, voilà, les entreprises de retail, vous êtes complètement capable d'accompagner de ce type d'entreprise. Ouais, complètement. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, on fait du mobilier. Mais rien que. Mais ça nous a amené, par exemple, sur la table Mon Oncle, à remanier l'outil industriel. Alors, je vous dis pas, on travaille avec l'entreprise Picbois. Quand on leur a dit, ben, on va utiliser comme traitement de surface du bois, je vais donner une marque, hein, du Rubio Monocoat. Ouais. Bon, déjà, c'était chaud. Donc, ils disent, ouais, mais il faut le passer au chiffon et tout. Ouais, mais enfin, c'était beaucoup plus simple. Ouais, mais les chiffons peuvent s'auto-enflammer. Mais oui, bien sûr. Oui, puis ça se passe à la ponceuse aussi excentrique, ça marche. Tu peux, oui, tout à fait. Mais bon, tu peux aussi le faire à la main. Ça marche Ok. très bien. Nos bureaux, ils sont voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? En fait, ça a donné la signature de notre marque. Parce que le Rubio, si tu veux le passer sur du mobilier, sur des pièces de bois, eh ben le mieux, c'est de le passer sur une planche. Donc, on prend notre planche de 3 plis, on fait la finition Rubio dessus. Et ensuite, cette planche, on va l'usiner. Donc du coup, le gars qui était bien au chaud, au fond de l'atelier, en train de faire les finitions sur les bouts de bois qui arrivaient, il s'est retrouvé en sortie de stock, avant l'usinage, donc encore bien au froid, à devoir passer ses coups de chiffon. Donc il n'était pas très content sur le coup. Et puis entre traiter une petite pièce de bois et puis traiter une planche de 4,20 m par 1,27 m, ouais, il était beaucoup moins content. Donc en effet, et puis ça a fait changer complètement le mode d'usinage. Ce qui fait que, avantage, je dirais, design entre guillemets, c'est le champ de nos mobiliers ne sont jamais traités. On est fier en fait de la matière qu'on utilise. On est fier de montrer que c'est du 3 plis, du vrai 3 plis, donc c'est du bois, du bois massif. Massif, ouais, tout à fait, merci. Collé comme ça à 90, quoi. Donc voilà, on ne le cache pas, on va pas le cacher. On n'est pas sur de la glauque, on va cacher sous du stratifié avec Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a t'as, du coup des changements de process qui sont avec une autre façon de voir, de concevoir, avec ces contraintes environnementales. Du coup, ça permet des changements de process qui sont complexes à mettre en place dans des entreprises qui ont des habitudes, forcément. Et des hommes qui ont des habitudes, ouais. Mais du coup, et amène en termes d'esthétique quelque chose qui est différenciant par rapport à d'autres produits. Ah ouais, quand on fait une finition Rubio noire en surface et qu'on a le champ qui est clair en chêne. Un des intérêts du design, c'est ça aussi, c'est de montrer une différence vis-à-vis d'autres produits existants. Et puis, si cette différence-là, en plus, se fait sur un process particulier qui est pas forcément facile à mettre en place, ça va être peut-être compliqué aussi de copier ou de faire quelque chose de similaire. Donc et ça vient, du coup, j'en viens à une de mes questions, qui est, bon, tu y as répondu dans ta présentation, mais quelle légitimité a le designer pour, même si on en a parlé, mais pour avoir ce rôle, parce que j'ai l'impression qu'en tant que designer, et c'est mon cas aussi, mais on se sent encore plus légitime pour porter cette problématique environnementale vis-à-vis d'autres entités d'une entreprise. Je sais pas, il y a cette sensibilité-là. Est-ce que tu penses que c'est dû à quoi? Ouais, tu te sens légitime ou coupable? Exact. Ah oui, tout à fait. C'est là. En fait, on est légitime pour le porter ou on est simplement coupable? Et c'est à ce moment-là. Tu te dis, et si moi je le fais pas, qui d'autre le fera?
Et c'est vrai qu'il y a dans la création, parce que donc, métier designer, c'est la création, et c'est vrai qu'il y a exactement cette notion de culpabilité qui est là. On met en forme des objets, mais après, voilà, si on se pose la vraie question, et le designer a cette vision globale d'intégrer les usages, maintenant bien sûr la fin de vie, mais bon, il y a toute la chaîne, quoi, la manière dont c'est vendu, la manière dont c'est vendu vis-à-vis de la concurrence, la manière dont c'est conçu, les matériaux qui sont utilisés. Et du coup, oui, d'avoir cette vision globale, du coup, on se sent peut-être plus coupable puisqu'on a créé cette chose. On a créé, en fait, on a été acteur. C'est comme les ingénieurs quand ils ont fait de l'obsolescence programmée. À un moment, ils se sont posé la question, ils se sont mis autour de la table, ils se sont dit, bon, au bout de combien de milliers d'heures, quelqu'un va accepter que la lampe, elle grille. C'est un outil marketing aussi, global. Ouais, c'est une stratégie globale d'entreprise. Nous, notre rôle, je pense, c'est d'accompagner les entreprises à se poser la question, comment est-ce qu'on va emmener les consommateurs, les utilisateurs, si on veut aussi changer des noms, nos prosommateurs, nos consommateurs producteurs bientôt. Consommateurs. Les consommateurs qu'il y a eu, on est tous là des consommateurs. Donc c'est pour ça que je parle de... Après le consommateur, à mon avis, il y a le prosommateur, c'est-à-dire le consommateur producteur. De plus en plus, on en parlait dans ta voiture, s'il y a une pièce qui est cassée, on sait la réparer. Alors nous, on est un peu spéciaux, mais bon... n'empêche que voilà, moi j'avais besoin d'un distributeur pour mon marc de café, je me le suis fait en impression 3D. C'est un truc, on ne trouve pas sur le marché. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais oui, en fait, notre rôle, c'est vraiment de penser comment on va accompagner nos clients, tous les utilisateurs derrière, vers un futur désirable, quoi, avec ce qu'on a, c'est-à-dire une industrie qui est ce qu'elle est, et emmener l'industrie avec. Et oui, c'est notre rôle. Ouais. Je pense que si on ne le fait pas, peu de gens le feront. Merci. Et j'avais d'autres réactions par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de l'ego, et effectivement, je pense le fait d'être anthropocentré, donc d'avoir cet ego qui nous dirige, qui nous limite, qui nous divise. Donc c'est le confort personnel avant tout, quoi. C'est notre confort de vie. Et il faut aller, d'après ce que tu dis dans ton discours, il vaut mieux aller sur l'éco, c'est-à-dire la pensée globale, se connecter, se rassembler, peut-être se reconnecter aussi, parce que l'ego va tendance à diviser, alors qu'on est tous responsables de ce qui se passe ici. Et puis du coup, voilà, c'est faire ensemble. Et puis aussi, ce que je ressortirais, c'est se connecter à la nature. Être plus en connexion avec la nature va nous faire comprendre, va nous faire conscientiser plus qu'on fait partie d'un tout, et que du coup, on a un rôle à jouer dans ce tout, et qu'on n'est pas juste seul à vivre nos petites vies d'humains. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça en plus. Qu'est-ce que nous, avec notre soi-disant intelligence, on est capable de faire pour le global ? Et là, si on arrive vraiment à se poser cette question-là, déjà on va se faire plaisir parce que ça va nous amener à réfléchir. Ouais, c'est une super aventure qui nous attend. En fait, on est devant un futur qu'on peut dessiner nous-mêmes, donc, mais pas que pour nous. Et si on arrêtait, si on sortait de notre chambre et qu'on regardait dehors, quoi, tu vois, c'est... Donc ce qui est intéressant avec ce qui se passe maintenant sur le réchauffement climatique, maintenant on sait que c'est l'activité humaine qui crée cela. On se rend compte de l'impact qu'on a et du coup la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'environnement. Donc peut-être que c'est aussi une chance et un process qui est indispensable pour qu'on ait cette prise de conscience de toute la responsabilité qu'on a et du rôle qu'on a joué ici, quoi. Ouais, carrément. Je crois que tu as dit le mot de la fin avec la prise de conscience. Ouais, c'est sûr. Et donc, faut qu'on protège le vivant et puis qu'on fasse ça ensemble. Et Frédéric, je te remercie vraiment pour cette vision singulière de l'éco-design que tu as, vraiment, parce que je pense que des éco-designers qui ont ton approche, et tu le dis avec ton cœur, avec toute ton expérience que tu as, donc c'est vraiment un vrai plaisir de te recevoir ici et de t'écouter présenter tes différentes propositions. Voilà, donc je te remercie, tu seras toujours le bienvenu avec ta magnifique chemise que tu garderas que pour moi, j'espère. Ouais, toujours, j'adore.
Merci Frédéric. Merci Yann. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour la prochaine conférence. Nous vous tiendrons informés des prochaines dates. Au revoir.